Salut à tous, je suis Lino Grumiro et vous écoutez XX Minutes Rencontre. Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel des invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui je rencontre Lino Grumiro. Lino est le cofondateur de l'agence de promotion et de production Skinfama, active depuis 2005. C'est un peu à ce moment-là que nos chemins se sont croisés, lors du festival Couleur Café. Moi en tant que bénévole et lui en tant que responsable des bénévoles. Après plusieurs années de participation, nos noms nous étaient finalement plus indifférents, mais nous n'avions jamais vraiment discuté ensemble. Des années plus tard, après de bons contacts sur les internets, j'ai décidé d'y remédier et lui ai proposé de prendre le temps de nous rencontrer. Il a accepté mon invitation et m'a reçu à Bruxelles dans les locaux de Skinfama, dans le respect des règles sanitaires évidemment, pour prendre le temps de me raconter les histoires qui se cachaient derrière les 5 morceaux qu'il a choisis, à savoir ceux du Wu-Tang Clan, de Pitcho, d'Alpha Blondie, de Soprano et de Eddie Ape. N'oubliez pas que vous pouvez écouter ces 5 morceaux en intégralité dans la playlist que je lui ai consacrée et qui est disponible sur YouTube et sur Spotify. Et si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous y abonner sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube. Je vous invite également à donner une note ou quelques étoiles et également à lâcher un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. Eh bien, je vous souhaite une bonne écoute de ma rencontre avec Lino Grumiro. Salut Lino. Salut Patrick, comment vas-tu ? Ça va. Merci de me recevoir une seconde fois. Quelle chance, je suis un privilégié. Une seconde fois dans l'enceinte de Skinfama, ici à Bruxelles. Je dis une seconde fois parce que on avait déjà tenté un enregistrement en 2020, début 2020, quelque part par là. Avant le Covid, en tous les cas. Ouais, bien avant le Covid. Et j'étais pas prêt, on va dire. J'étais pas encore prêt. Carrément. Techniquement parlant, j'étais pas encore prêt, ce qui fait que l'enregistrement n'a pas été bien correctement fait, ce qui fait que j'avais rien. Et donc j'étais. Donc on entame le truc et tu te balances direct, quoi. Il faut que les gens savent. Ah, il faut que les gens sachent, il faut que les gens En sachent. tous les cas, c'est un plaisir de te revoir. Donc déjà, voilà. De même, et moi, un grand merci d'avoir rejoué le jeu. Avec plaisir. Donc tu as fait l'exercice de retrouver 5 morceaux de musique. Alors j'ai gardé les mêmes d'avant Covid, ça c'est important. Ouais. J'avais envie de garder l'énergie. Je me dis, si tu me redemandes maintenant, c'est sûr que j'allais changer. Mais je me suis dit non, il faut que tu restes sur l'énergie d'avant Covid. Et c'est ça qui va nous sortir de cette merde. Ok, ben ça c'est honnête et voilà. c'est tout à fait noble. C'est tout à fait noble, Merci. Je trouve. Et donc là, tu as fait l'exercice. Tu avais déjà fait l'exercice, on a gardé les morceaux. J'ai tes 5 morceaux. Terrible. La première question qui me vient, c'est est-ce que ça a été facile pour toi ? Non, ça n'a pas été facile parce que 5 morceaux, c'est pas beaucoup. Non. Et donc, je t'en aurais sorti 5 par année, quoi, en fait. Mais non, ça n'a pas été facile, franchement. Mais j'ai voulu mettre des morceaux phares, en fait, des trucs qui représentent un moment important de ma vie personnelle ou professionnelle. Ok. Et je pense que les morceaux sont fidèles à cette image-là de « Ah ouais, ça, c'est un moment... waouh, ok, je me souviens. » Et c'est ça que je vais essayer d'échanger avec vous et de retrouver cette énergie au moment où les morceaux sont sortis, quoi. Ouais, alors c'est top parce que justement ça évite le fait d'avoir un top 5 parce que c'est pas du tout ce que je demandais. Donc, ouais. Non, c'est pas un top 5. Ouais. Parfois, il peut avoir même... alors, c'est pas le cas ici, mais il peut avoir des morceaux qui me plaisent et en fait... c'est pas vraiment... c'est juste que ça me plaît parce que c'est la musique, ça représente un moment... dans mon parcours. Après, c'est pas forcément un truc que je kiffe, mais voilà, ici, c'est 5 artistes que je kiffe, etc. Mais il y a des morceaux que j'écoute qui me rappellent juste un bon souvenir, quoi. Ok, et justement, quel est ton rapport avec la musique ? Je sais que professionnellement, tu dois en consommer tous les jours. Écoute, ça, vraiment, si on veut rentrer dans un côté un peu plus personnel, ça m'a toujours aidé, en fait, dans mon développement de vie, parce que j'ai toujours mêlé le côté musique avec... le développement professionnel, avec le développement... Donc, en fait, ça m'a toujours permis de mener des projets, d'apprendre, d'aller de l'avant. Et ça n'a jamais été séparé de... En fait, la musique n'a jamais été quelque chose de loin, quoi. C'était quelque chose avec lequel je vivais et qui me permettait d'accomplir des choses dans ma vie professionnelle et donc personnelle. Ouais. Et depuis que je suis tout jeune, en fait, j'ai très vite voulu être acteur d'un mouvement. On pourra en reparler peut-être après. Et du coup, quand j'avais des rencontres musicales, ça me permettait d'être acteur
d'une manière ou d'une autre. Ouais. Parfois, ça aboutissait, parfois pas, mais ça me permettait d'aller de l'avant et d'être constructif, quoi. La musique t'épanouit, quoi, en fait. Ouais, Elle t'a complètement. vraiment épanoui, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah voilà, après aujourd'hui, 25 ans plus tard, on est toujours passionné. Parce qu'en vérité, c'est aussi ça qui est difficile pour nous maintenant qui sommes à l'arrêt. Ouais. C'est que c'est pas un travail alimentaire où ah ok, je fais ça comme je ferais autre chose. C'est un travail passion. Et donc, quelque part, le fait de ne plus être dans les salles de concert, à faire notre travail, etc., c'est aussi la passion qui est pas là. Donc, quelque part, on voit plus plein de potes, on voit plus tout un réseau qu'on kiffe, on voit plus des artistes avec lesquels on s'entend bien. Et donc, on est en double peine, quoi. Ouais, c'est un double isolement, Ouais, quoi. c'est pas genre, ah, je peux pas travailler, je suis puni. Ouais, mais en vérité, il y a la passion derrière. Et c'est ça, parce que ou sinon, on ferait un autre métier, je pense. Il y a des tas d'autres métiers qui sont peut-être bien plus lucratifs, etc. Mais ici, c'est de pouvoir allier ce côté passion et musique, quoi. Attends, je vais juste mettre mon GSM sur ce truc silencieux avion, là. Hop, là. Voilà. Donc, pour en revenir à ce que tu fais, justement. Tu veux aussi laisser ça dans l'enregistrement ? Ouais, je vais laisser que ça t'as aussi. foiré ton... Voilà. Les foirages arrivent même aujourd'hui. C'est pas normal. Patrick, ça fait déjà deux mauvais points. Je note. C'est pas normal. Bon, ouais, les foirages sont là. Mais ouais, donc pour en revenir à ce que tu fais, justement, tu parles de concerts et tout ça. Les gens ne sont peut-être pas censés savoir ce que tu fais. Vous êtes une agence. Skinfama, c'est une agence de booking. Ouais, alors pas uniquement. On n'est pas un label de musique. Comme Ouais. ça, je fais. Donc nous, on s'occupe de représenter des artistes, soit sur le monde, soit sur l'Europe, soit sur la Belgique. On bosse énormément avec des artistes internationaux qu'on représente uniquement en Belgique. On fait des gros artistes aujourd'hui qui pèsent bien lourd dans la balance, mais on a fait ça depuis l'époque où les gens calculaient pas le rap. Ouais, Moi, ok. je viens de la culture hip-hop. J'ai commencé à écouter le rap au début des années 90. 90, Ouais. quand j'avais 15 ans, 14 ans. Et c'était un truc hyper marginal. On était des punks, quoi, tu vois. Le rap, c'était une mode, Enfin, les gens n'y croyaient pas. Quand je disais que j'avais envie de devenir acteur, c'est ça. C'était de dire, ah, le truc existe. Moi aussi, je veux que ça existe dans ma ville, donc je vais commencer à organiser des événements. C'est né comme ça. Donc nous, on vient de cette culture-là. Et aujourd'hui, évidemment que cette culture hip-hop, mais on va dire aujourd'hui ça s'appelle plutôt urbaine, ouais. Mais l'influence est là, c'est des rappeurs qui ont amené ça. Elle est partout, c'est-à-dire tous les jeunes écoutent la musique urbaine sans même connaître la culture hip-hop. Ouais. Donc, mais nous on vient de ça. Et donc mon envie c'était de représenter des artistes pour les faire jouer en Belgique à l'époque. Donc l'histoire elle est née avec cette envie-là de dire comment est-ce qu'on va faire pour que notre culture hip-hop, parce qu'on se l'était appropriée, puisse exister chez nous. Ben, il fallait qu'on organise des concerts. Alors, on a fait comme toi, en dilettante au début. Mais après, merci de le préciser. Ouais. Mais après, on a dit non, c'est ça qu'on aime faire, c'est cette passion. Donc, pour être plus concret, on nous dit voilà, on représente tel artiste sur la Belgique, trouve-lui des dates de festival et organise des concerts pour eux sur la Belgique. Donc, on est des agents artistiques et on ne fait pas que booker, c'est-à-dire pas que placer. On organise aussi les concerts, on prend les risques et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est de pouvoir prendre des risques à produire des artistes parce qu'on a cette fibre-là de dire ce qui marche pas, ce qu'on va réussir. Aujourd'hui, on fait des artistes comme Soprano, Aya Nakamura, Orelsan, Black M, on fait des gros trucs, mais par exemple, l'exemple de Soprano, on le suit depuis le tout début, ça fait très longtemps. Et du coup, on a pu aussi grandir en même temps que lui, parce qu'il ne faut pas se le cacher, on a appris. Il n'y a pas d'université du booking. Non. Donc, on a dû apprendre et chaque fois, on passait des caps. D'un botanique, on passait une ancienne Belgique, d'une ancienne Belgique à un forêt, d'un forêt à un palais 12, d'un palais 12 à 2 palais 12, à 3 palais 12. En 2019, on a fait 3 palais 12 avec Soprano. Et donc, on a appris aussi avec les artistes, mais ça reste une passion. Et vraiment, le message que j'ai envie de passer dans ton émission, c'est que quand tu fais les choses avec passion, si ça peut inspirer quelqu'un, que ce soit de la musique, les voitures, les fringues, peu importe, fais quelque chose que tu fais avec passion.
Et tu es originaire d'où, en fait? Moi, je suis originaire d'Italie, de Naples à la base. Naples. Voilà, Napoli. Je suis venu ici quand j'étais tout petit. Ok. Donc, je me sens belge. Comme moi, j'ai la même Ouais, histoire exact, à peu près. exact. Avec la culture qui est la mienne, l'éducation qui est la mienne, mais ça, c'est tous des avantages. Et en fait, c'est bien que tu me poses cette question parce que dans les années 90, j'ai beaucoup suivi le rap italien. Ah ouais? Ah ouais. Et c'était gros là-bas. Hein. Le rap italien. En fait, ce qui était assez étrange, c'est que dans les années 90, le rap en Belgique était très suivi par les enfants d'immigrés, par les Africains, les Maghrébins. Ouais. En Italie, c'était très, très blanc, le rap. C'est ça qui était... Tu vois, quand tu allais en Italie, tous les rappeurs étaient 100% italiens, tous les graffeurs, c'était à l'inverse de nous. Et ce truc sociologique, je kiffais. Parce que je trouvais ça tellement à l'opposé. Oui. Mais après, l'énergie était dingue. Ouais. Et en fait, en Italie, très vite, ils ont eu MTV Italie qui a passé du rap. Ils ont eu des magazines. Ça a très vite... C'était pas comme la France, mais c'était dans le genre de la France avec des télés. Ah oui, ça a été plus rapide le développement de la scène. La culture hip-hop était plus rapide là-bas. Il y a eu des artistes qui ont très vite vendu, fait de l'argent et tout. Et moi, j'ai fort suivi ça. Notamment avec le magazine AL et à l'époque Sid et Paola. Paola qui est devenue une manageuse de très grands artistes italiens aujourd'hui qui cartonnent. Et donc j'ai fort suivi ce truc-là. Aussi, je pense, du fait de mes origines où entendre rapper en italien, etc. Voilà, il y a ce côté-là. Je pense que tout le monde s'intéresse un peu à des choses de son pays de manière directe ou indirecte. Et donc ça, c'était un kiff. Et ça m'a aussi appris plein de choses, en fait, parce qu'on était en avance en Italie par rapport à ce qu'on vivait ici. Donc, ça m'apprenait, quoi. Quand tu parles de ça, moi, j'ai en tête directement la première fois où j'ai été en contact avec du rap italien, entre guillemets, parce que je mets des guillemets. Tu m'avais Giovanotti. L'ombelico del mondo. Voilà. Pour la petite histoire, tu as J-Lord, qui est un jeune rappeur de Naples. Il a 16 ans et c'est, entre guillemets, le premier rappeur un peu connu de couleur en Italie. Ah ouais? Là, maintenant, en 2020. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, il est de parents nigérians. Il rappe en napolitain, parce qu'en plus, en Italie, le napolitain est très présent. Et il y a beaucoup de... Donc, il rappe en napolitain, fils de Nigérian. Et c'est un peu le premier, mais c'est ouf, quoi. Tu dis... On est en 2020. Ouais, 2020, le premier rappeur de couleur, 100% italien, tu vois. Et c'est voilà. Mais... c'est aussi, comme je le répète, c'est pas uniquement une question de ils sont racistes ou quoi. C'est juste que voilà, en Italie, ça s'est développé autrement, quoi. Ouais, ça a mis. Développé autrement. Il y a eu un boom, puis ça a mis du temps. Ouais, c'est ça, voilà. Ils sont pas en retard, quoi. C'est simplement que. Voilà. Non, regarde Sfera et Basta et tout ça, ils cartonnent partout. Hein. Ouais, ok. Pourtant, c'est en italien, c'est pas. Mais voilà, c'est un truc qui est très très présent en Italie. Et enfin, c'est un marché qui s'autofinance quelque part. Si tu cartonnes en Italie, t'es déjà bien au niveau des maisons de disques et tout ça, quoi. Je sais pas si eux, vous aviez envie de les avoir dans votre roster, par exemple, ce groupe que tu as mis dans ta sélection. Le Woo. Le Woo. On va écouter... on va passer à un premier extrait. Ok. Qui est... tu as choisi le Shame on a Nigga du Wu-Tang Clan. On écoute un extrait et après on en discute. Ça marche. T'as kiffé ou pas? Moi, c'est un des albums qui me fait... voilà. C'est pour ça. Parce un des classiques. Pour moi, ça représente cette culture hip-hop de l'époque. J'ai eu la chance de voyager à New York en 94. Et on était... En fait, si tu me demandes comme ça d'instinct, pourquoi t'as choisi ce morceau? C'est New York, quoi. Ok. En fait, j'ai débarqué à New York en 94. J'avais 18 ans. Et j'ai pris la culture hip-hop qu'on connaissait ici, mais
je te parle d'une époque où il n'y avait pas Internet Non, et non, tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, on regardait les trucs MTV Raps et tout, mais c'était pas évident de s'alimenter, quoi. Et donc, j'ai eu la chance de faire un voyage à New York en 94 et j'ai pris le Wu-Tang dans ma tronche, quoi. C'était l'état d'esprit de cet album. Je me le suis pris en vrai et j'ai ouvert des grands yeux et je me suis vraiment dit à ce moment-là, waouh, ça c'est ma culture, quoi. Je kiffe. Ok. C'était un truc, j'aimerais bien une fois retourner à New York et de revivre. Mais malheureusement, tu sais, la première fois, quand tu retournes, tu l'as plus, quoi. C'est une première fois, hein. Voilà. Et quand j'étais à New York, c'était waouh, truc de dingue. Ouais. Et c'était évidemment toute cette période Wu-Tang. C'était à fond partout, dans les Gova, dans les magasins, dans les Cette période où on portait des Timberland. Teams, les baggy jeans. C'était ouf. Et franchement, ouais, c'est pour l'état d'esprit de l'album, l'état d'esprit du groupe qui est un des plus grands groupes, pas que hip-hop, tu vois, c'est un des plus grands groupes, toutes musiques confondues. Ouais. Et ils ont pu imposer leurs pattes avec des producteurs comme Reza, avec des rappeurs exceptionnels comme Raekwon, Method Man, ODB qui a marqué quand même sa génération. Donc tout ça, je l'ai pris en fait en allant à New York. Et pour moi, cet album-là, c'est un des meilleurs albums encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça représentait tellement le hip-hop, mais et sa philosophie, quoi. Le truc de what the fuck, les gars qui viennent de Staten Island. C'était dingue. Est-ce que toi, dans cette hip-hop philosophie, justement, est-ce que toi, tu t'y retrouvais facilement au tout début? C'est-à-dire que tu voyais les revendications, entre guillemets, l'état d'esprit un peu rentre dedans. Est-ce que tu étais comme ça, toi, à l'époque? C'est ça qui m'a plu, en fait. C'est que il y avait un message, quoi. Alors, pas tous les groupes, pas tous les trucs, mais il y avait fondamentalement toujours un message par rapport aux minorités, par rapport au racisme, c'est des trucs qui m'ont toujours interpellé et qui m'interpellent encore aujourd'hui. Là, l'actualité en Belgique ou même en France, c'est des trucs qui me touchent. J'essaie de pas m'énerver parce que c'est contre-productif, mais ça m'a toujours touché, ça me touche toujours. Et le fait que cette musique-là dénoncer ces choses, c'est ça qui m'a plu en fait. Faut pas se mentir, c'était ce côté un peu ok, on est là, on peut dire des choses hyper légères, mais en même temps on a toujours des messages hyper forts. Après t'as l'autre côté, t'as Public Enemy qui eux c'était clair, mais je kiffe encore ça. On a eu la chance de travailler avec eux, c'est impressionnant parce que en dehors de la scène comme sur scène, ces gars-là sont des légendes. Et ils ont une lutte qui, on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, a toujours sa raison d'être, quoi. Donc, c'est sûr que le message de la culture hip-hop en général, outre l'artistique, tu vois, le graffiti, franchement, pour moi, je suis sûrement pas le premier à le dire, pour moi, le hip-hop, c'est le truc qui a le plus révolutionné ce qui se passe aujourd'hui. Tu prends le rap, c'est la musique la plus écoutée dans le monde, toute confondue. Tu prends le DJing, c'est quand même un truc de fou de faire de la production à base de samples, etc. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Mais à l'époque, tu vois, c'était révolutionnaire de prendre des morceaux de soul, prendre des passages, pour ceux qui ne savent pas, entre autres Cool DJ Herc, qui prenait des passages de funk, de soul, des passages instrumentaux qui mixaient sur deux platines. Il en faisait un morceau. Et enfin, c'est un truc de fou. Le graffiti, tu as vu ce qui se passe? Il y en a partout. Et c'est des artistes de dingue. Et le b-boying, la danse, c'est pas, ça rentre aux Jeux Olympiques. Ça rentre aux Jeux Olympiques. C'est la culture qui a le plus influencé notre quotidien aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vas retrouver du hip-hop dans les pubs de voitures, tu vas retrouver des grosses marques comme Red Bull qui exploitent, dans le bon sens du terme, les danseurs, qui exploitent le hip-hop. Tu vas retrouver les charts, c'est que du hip-hop. Les jeunes, ils écoutent que du hip-hop. Les productions, les samples et tout, c'est à n'en plus finir. Non, c'est un truc de ouf. Et ça, en fait, quelque part, je vais pas dire que je l'ai vu venir, ce serait mentir, mais je l'ai senti, ce truc. Je dis, t'as vu c'est la un truc transformation révolutionnaire. Ah oui, ok, Tu vois ce que quand j'ai vu tout ça, je l'ai vécu ici, de ma petite chambre, en me disant, mais quand je l'ai vu à New York, en 94, je me suis dit, putain, non, ce truc-là,
c'est conçu pour durer, quoi. C'est un truc, ça va ça, je l'ai senti. Et t'as vraiment été, enfin, t'as beaucoup consommé de ce qui se passait à l'extérieur de la Belgique à l'époque. Ouais, c'est sûr que moi, mon influence principale, c'est les États-Unis. Ouais, ok, ouais. Dans l'état d'esprit, dans la musique, j'ai commencé par là. Après, ici, c'était les balbutiements. Ouais. Mais vraiment, ce qui m'a influencé, c'était les States. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'en termes de créativité et tout, les États-Unis sont quand même assez loin dans leur délire. Pour en revenir à ce que tu disais par rapport au fait que justement le message du hip-hop, tu te sentais concerné, impliqué attiré par le message qu'il y avait derrière la scène hip-hop. Est-ce que je peux dire de toi que tu es quelqu'un d'empathique ? Dans le sens où, tu sentais qu'il y avait ce mouvement-là réclamait quelque chose et que ce que eux réclamaient, tu te disais, ouais, c'est juste, quoi. Bah, ouais, bien sûr, c'est clair. Ah, c'est clair. C'est clair que même en n'étant pas confronté forcément à ça, de par ma couleur de peau, de par mon statut social, je vivais pas dans les HLM du Bronx, etc. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui se vit et la pauvreté n'est pas que matérielle, tu vois. Ouais. Elle est aussi intellectuelle, pas d'accès aux unifs et des choses comme ça. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui m'a touché. Et c'est une période aussi de ta vie, tu as 18 ans, tu te poses plein de questions. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu as envie de faire des trucs créatifs, des trucs qui servent aux autres. Donc, ça m'a touché, clairement, quoi, c'est clair. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'engagé ? Malheureusement, pas assez. Ok. Parfois je fais des constats et puis après, il faudrait faire ça et ça. Parfois, on fait un peu, parfois on fait beaucoup, parfois on fait pas assez, même souvent en fait. Mais par exemple, je pense que dans cette crise ici, sans jeter de pierre, tu vois, il n'y a rien qui s'est fait au niveau des rappeurs belges ou des rappeurs. On aurait pu monter un truc, même aller chercher, on l'a pas fait. Il n'est pas trop tard. Non, mais parfois, je me dis, putain, le rap, c'est pas que s'ambiancer. Peut-être qu'on aurait dû faire un truc... Un petit projet... Tu vois, de ce côté-là, des fois, je me dis, dommage, quoi. Bah, je suis ravi d'avoir entendu, en tout cas, l'histoire qu'il y avait derrière. Chez Mon Nigga. Chez Mon Nigga, à fond. Ouais, Wu-Tang, c'est énorme. Hein. Wu-Tang is forever. Ça a été ton pied d'entrée dans un mouvement que tu n'as plus jamais lâché. Ouais, c'est sûr. Bah, j'écoutais des trucs, mais... là, t'écoutais quoi avant ? Ouais, t'étais ouvert à d'autres choses ? Bah, beaucoup de musique italienne. Hein. C'est vrai ? Bah, c'est normal. Tu sais, à la maison, on écoutait la Rai. Ah ouais ? T'as 12-13 ans. Enfin, voilà, c'était pas... Et quoi, t'as bercé avec les Toto Cotugno, avec Je connais, bien sûr. Albano, Romina Power. Celentano. Ok. Ouais, bien sûr. Parce que j'avoue que j'ai plein de vinyles que j'ai récupérés dans des brocantes ou des choses comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de vinyles italiens. Ouais, parce mais ça m'intéresse pas, merci. N'essaye pas de me les vendre. Non, ouais, bien sûr. Bah, ça fait partie justement de mon éducation et culture italienne. Mais ouais, j'écoutais un peu de tout en fait. J'étais genre, j'achetais toujours Hit Connection, quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc, après ma sœur, fan de Michael Jackson. Grande sœur ? Ouais, grande sœur. Ouais. Fan de Michael Jackson, Kool and the Gang, tous ces trucs-là. Donc ça t'influence aussi un petit peu quand même, quoi. T'as trouvé que ça t'influençait quand même ? Ouais, parce que ça reste de la black music et quelque part... Voilà, il y a un truc qui se crée, quoi. Donc, tu as quand même eu un héritage inconscient de la part des parents. Non, de ma sœur. De ta sœur. Ouais, de ma sœur. Ouais. Pour tout ce qui est ce qui t'a ramené après vers la scène hip-hop. Voilà. Et des parents, tu trouves que tu as... Non, moi, c'était le côté italien, quoi. Mais bon, ça fait partie de... Ouais. Voilà, je peux... Si tu connais Pino Daniele, qui est un chanteur italien, c'est magique. Même encore maintenant, j'écoute ça. C'est vrai. C'est trop fort. Le gars donc, c'est important, tu vois. Ouais. En fait, tout ça font la personne que t'es. Donc, partageons et prenons ce qu'on kiffe. Mais ouais, bien sûr, je l'assume. On va enchaîner avec un deuxième morceau. Celui-là, je ne l'ai malheureusement pas trouvé sur Spotify, donc il ne sera pas présent sur la playlist que je vais te faire. Ouais, ok. Il s'agit de Ma part du ghetto de Pitcho. Ah, il est pas... Ah, mais vérifie, je crois qu'il y a entre-temps. C'est vrai ?
Parce qu'on a mis les morceaux de Pitcho dans Spotify. Bon, je vais aller revérifier ça. Ah non, t'as raison, il y est pas celui-là. C'est sorti, je sais même pas d'où il sort. 2002. Il est en 2003, ouais, il est sorti en 2003, mais je ne sais pas si c'est un projet d'un album ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, je te raconterai ça après. Ok, ben on va écouter un extrait et après tu nous dis pourquoi tu l'as mis dans ta sélection. Super. Faire les choses bien, proprement, ouais. Tiens, là ma part du ghetto, je la donne, je t'en fais cadeau, à condition de repartir avec ma part du gâteau. Tiens, là ma part du ghetto, je la donne, je t'en fais cadeau, à condition de repartir avec ma part du gâteau. Là ma part du ghetto, je te donne même ma part de joie et de gaieté. Même si c'est la misère qui vient me guetter, même si j'ai pas toujours été gâté. Mais je demande pas qu'on pleure sur mon sang, parce que je sais que c'est sûrement ça qui m'empêchera de surmonter. J'espère que vous avez aimé. Moi personnellement j'ai aimé, je ne connaissais pas le morceau, j'avoue qu'il me l'a fait découvrir, je connaissais l'artiste mais pas le morceau. 2003, je ne sais pas où j'étais, je ne sais plus où j'étais, mais je sais que le hip-hop belge à ce moment-là ne me concernait pas du tout encore. Ah, pour toi, ouais, bien sûr. Personnellement, ouais. T'écoutais quoi, toi? En 2003, à ce moment-là, j'étais dans le rap bling-bling américain, faut avouer. Ok, c'est bien. Génération MTV, quoi. Ouais, c'est ça. T'écoutais Ja Rule et tout ça. Voilà, on était là, l'âge d'or du hip-hop et R&B américain. Mais toi, pourquoi tu l'as mis dans cette sélection? Bah, déjà parce que Pitcho, c'est avec lui qu'on a créé Skinfama. Donc, au niveau personnel, comme j'ai dit, c'est pas des morceaux qui me font juste kiffer musicalement. Ça le fait, mais c'est aussi des moments. Et ce moment-là, c'était énorme. C'est en fait Ma part du ghetto. C'est un morceau qui a tourné à fond sur. À l'époque, ça s'appelait Plug TV. Ouais. C'est Plug RTL maintenant. Ouais, c'est ça. Donc c'était Plug TV avec Eusebio Larrea qui avait été à l'école avec Pitcho et qui nous soutenait à fond. Et donc, ça passait à fond. Ça passait à fond sur MCM, sur M6. Enfin, on avait des trucs de dingue. Au Congo, j'ai vu que ça passait à fond. Ouais. Et donc, on avait plein de retours de partout sur ce morceau qui est produit par DJ Le Saint, Simon. Et en fait, c'était le morceau juste avant la sortie de l'album Regarde Comment, qui est sorti en 2003. Je crois que ce morceau-là est sorti en 2002 et était sur l'album en 2003. Et en fait, c'est un peu ça le point de départ de Skinfama. C'est pour ça qu'il était symboliquement important, parce qu'à l'époque, le rap, il était un petit peu rejeté. Et donc, quand Pitcho a dit, on a commencé à travailler ensemble, en tant que moi, je m'occupais de lui comme manager. On a dit, OK, maintenant, on va trouver une boîte de booking, on va trouver une boîte de promo, on va trouver un distributeur, on va trouver quelqu'un qui peut nous faire tourner de la promo, nous faire connaître, quoi. Et en fait, quand on a fait le tour des maisons, personne n'a voulu de nous. Personne ne voulait faire notre promo, personne ne voulait distribuer l'album, personne ne voulait faire du live avec nous booker. Et donc, on s'est dit, on va créer notre structure et le faire nous-mêmes. Et donc, ma part du ghetto, c'était le début de notre part du ghetto, en fait. C'était de dire, on va créer notre structure pour Pitcho uniquement, en fait, à la base. On n'avait pas comme ambition de se retrouver 15 ans plus tard à faire ça, quoi. Et donc, on a démarré et on l'a plutôt bien fait parce qu'on a pu rentrer dans des institutions officielles comme le Botanique, le Théâtre de Mons, etc., parce qu'on avait une certaine rigueur de travail et qu'on voulait que ça soit professionnel. Et on voulait, parce que c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de clichés autour des rappeurs, mais souvent, on les entretient aussi. Donc, on voulait changer ce côté-là, on voulait être sérieux, arriver en équipe, avoir un ingé son, avoir le côté pro. Et du coup, ça nous a ouvert plein de portes. Ça nous a tellement ouvert de portes qu'en fait, très vite, les Français ont commencé à nous appeler en nous disant « Attends, toi, tu fais ça avec ton artiste, mais nous, on vient jamais jouer en Belgique. » Et donc, c'est comme ça qu'est né Skinfama, en fait. Parce que le début, c'était Pitcho que vous venez d'entendre. On l'a fait avec le cœur parce que c'était pour Pitcho. Mais après, les gens ont remarqué que le travail était bien fait. Encore une fois, on revient sur ce côté passion. Et du coup, on a été contacté en direct par des gros artistes en plus à l'époque qui disaient hey, les gars, des managers qui nous appelaient. J'ai vu que tu as fait ça avec Pitcho. Nous aussi, on veut tourner en Belgique. Aide-nous. Et puis nous, on s'est dit mais attends, en fait, on est en train de monter un réseau, un truc hyper difficile à monter. Et qui met beaucoup de temps, pourquoi le faire que pour un artiste? Et c'est comme ça, en fait, qu'est né Skinfama. Donc, ce morceau est important dans cette symbolique-là. Après, c'est aussi une époque
voilà, avec Souterrain Productions qui a produit l'album. Voilà, c'était une belle période du rap. Et donc, ça me rappelle ça. Et puis, les débuts de Skinfama de manière officielle. Et puis, le management de Pitcho, entre guillemets, même si on n'a pas de relation manager-artiste, mais on travaille toujours ensemble. Oui. Pitcho a eu la chance de faire des tournées mondiales avec Peter Brook au théâtre. Il est parti 4 ans à travers le monde. Il a joué dans des films sur Netflix. Il est en train d'écrire des pièces actuellement. Il a son festival qui s'appelle Festival Congolisation. Ouais, l'année passée, il a eu lieu. Lui, il a pu s'en tirer. C'était en janvier. Ouais. Cette année, malheureusement, c'est reporté. Donc, son concept du festival, c'est on congolise la Belgique. Donc, comme la Belgique a colonisé le Congo, maintenant, c'est le Congo qui colonise la Belgique. Donc, il congolise la Belgique avec plein d'artistes issus de la diaspora africaine, etc. Et donc, voilà, ce morceau, c'est plus de 20 ans d'amitié avec un gars qui est assez incroyable au niveau artistique, qui a plein d'idées et qui, finalement, a pu aller outre l'art que sans doute il préfère. L'art du MCing, c'est sans doute l'art qu'il préfère, mais qui, aujourd'hui, est beaucoup plus présent dans le théâtre, dans le cinéma, à des niveaux assez reconnus, même en France. Et c'est un kiff, quoi, parce qu'on s'occupe toujours de tout ça ensemble. Et c'est vraiment un vrai plaisir. Et je pense que 20 ans de collaboration, c'est assez rare dans notre milieu, quoi. Est-ce que justement l'amitié est quelque chose d'important pour toi? Ouais, c'est le principal. Je pense que ça relie le côté passion, quoi. Je me verrais pas. Je disais ça aujourd'hui à Samy. Yo, Samy. Yo. Il est dans la pièce. Yo, Samy. Pique pas Samy Dali. Je disais à Samy, on doit pas se rendre malade pour le boulot, quoi. Tu vois, il faut bosser, il faut stresser quand il faut, mais pas au point de. Donc, ouais, l'amitié, c'est quand même travailler avec des gens qui ont des valeurs et tout. C'est hyper important pour nous, tu vois. On va jamais engager le meilleur. On va jamais travailler avec le meilleur artiste qui cartonne s'il n'est pas dans nos valeurs. On va d'abord travailler avec un artiste qui a nos valeurs, et puis il doit être bon. Mais si c'est pas le meilleur, c'est pas grave, on pourra bosser. Par contre, si c'est le meilleur mais qu'il n'est pas dans nos valeurs, on pourra pas bosser. Donc c'est vraiment notre état d'esprit, c'est bossons avec des gens qui ont quand même nos valeurs, quoi. Sinon, ça permet de mieux avancer et d'avancer aussi. Tu peux pas allier passion et faire des concessions à bosser avec des trous de cul, tu vois. C'est pas possible. Alors il faut trouver évidemment un juste milieu, mais bossons avec des gens qui ont nos valeurs. Il y avait 2 numéros 3, enfin 2 morceaux qui pouvaient être en position numéro 3. Ça se jouait entre Sniper, Retour aux sources, ou Alpha Blondy, Jérusalem. Okay. Et je t'ai dit, il faut choisir. Ouais, j'ai choisi quoi? Alpha Blondy, Jérusalem. Sniper, je fais la parenthèse parce que c'était c'était le début aussi de Skinfama. On a fait une ancienne Belgique pleine à craquer avec un groupe Sniper qui à l'époque ils s'entendaient plus trop. Ok. Et ils ont fait le concert et je pense que de là, c'est mon interprétation, de là est repartie une tournée parce qu'ils ont vu que c'était le feu, quoi. Okay. Et le public bruxellois était à fond derrière eux. Je sais que c'était une période où pour eux, c'était pas évident. Et quand ce concert a eu lieu, ça a redémarré. Ils ont fait des tournées en France, etc. Et bon, pour nous, c'est un gros souvenir, quoi. Ok. Finalement, c'est Alpha Blondy qui l'a emporté. À fond. Avec Jérusalem, on écoute un extrait, après on en discute. From the Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Voilà, tu nous as emmenés avec cet artiste ivoirien, Alpha Blondy. Exact. À Jérusalem. Pourquoi tu l'as mis dans ta sélection? Le titre déjà, c'est quand même un gros point géopolitique, sans prendre position, voilà, où chacun pourra un petit peu s'y retrouver et se poser des questions. Après, plus proche de mon métier, c'est un artiste dont on est très très fier avec lequel on est très très fier de collaborer. Ok. Alpha, c'est l'Afrique, c'est le reggae, c'est rebel music.
il a dénoncé plein de choses. Ouais. Donc, voilà, c'est l'essence de ce qu'Infama aussi, tu vois, c'est de se dire, ok, on passe un message, quoi. C'est fou parce que je suis en train de me dire, le roster, on va dire, des personnes avec, enfin, le listing des personnes avec qui vous travaillez. Ouais, le roster, c'est le bon mot. Eh ben, il y a quand même, c'est des gens qui revendiquent des choses. Ouais, c'est un peu... Ils ont des choses à dire, quoi. Ouais, c'est pas tous. Mais Pas pourtant, tous, mais pas... souvent. Tu n'es pas quelqu'un d'engagé? Vraiment? Voilà, peut-être ça à ma façon. Humblement engagé? Je me cache derrière certains artistes. Ouais. Non, Alpha, c'est la classe. Et Jérusalem aussi, c'est le morceau avec lequel il commence pendant ses concerts. Ok. On a eu la chance de faire une dizaine de shows avec Alpha en Belgique. Franchement, ce moment où Alpha, je vous le dis parce que voilà, il faut que vous viviez ça, où Alpha, il est sur le côté de la scène, donc le public le voit pas. Et puis, j'ai des frissons rien qu'en parler. Et puis, Alpha est sur le côté, il check tout le monde, les musiciens rentrent, et puis t'as cette ambiance qui commence. Ouais. Et puis, Alpha, il rentre sur scène comme un prince, comme ça, et puis il commence à parler de Jérusalem, c'est un truc de fou. Et ça, je peux te promettre qu'à chaque concert d'Alpha, je suis à côté de lui avant qu'il commence, parce que je sais que ça va être un moment incroyable, quoi. Ok. Et voilà, ce morceau-là, quand je l'écoute, je suis transporté sur scène. C'est ça aussi la musique. Oui. Ça te permet de te transporter dans des bons, des mauvais, des époques, voilà. Ouais. Et là, quand j'écoute ce morceau, j'ai Alpha qui va monter sur scène, morceau qui est en plus incroyable. Et puis, Alpha, c'est l'Afrique, c'est l'engagement, c'est le reggae, qui est une culture qu'on développe à fond, qu'on soutient à fond chez Skinfama. L'Afrique, ça a toujours été aussi notre dada, la musique africaine, la culture africaine, plein de choses. Donc, avoir un artiste engagé qui représente le reggae, qui représente l'Afrique, et c'est un super gars. Ok. Alpha, c'est un super gars, et les concerts sont incroyables. Et puis voilà, c'est que des tubes. Hein, parce que pour ceux qui n'ont pas reconnu le morceau, tapez Alpha Blondy, vous connaissez, quoi. Tu parlais d'expérience sur scène avec lui, avec ce morceau-là. Est-ce que c'est quelque chose d'important, entre guillemets, de vivre des expériences à travers les concerts, à travers la musique, à travers les artistes? Bien sûr, nous, on essaie d'être à tous nos concerts, en tout cas le plus possible, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que tu concrétises ton travail. C'est-à-dire, quelque part, tu es ici au bureau, les choses se dealent ici, mais après, le résultat de notre travail, il se vit sur scène. C'est un public heureux, un organisateur heureux, un artiste heureux, et ça, c'est hyper important pour nous. Donc nous, on veille à toujours être là, à discuter, à échanger, à connaître un petit peu leur réalité, et évidemment, vivre un concert, c'est ça qui nous fait avancer, quoi. Sinon, on serait que dans notre bureau. Imagine la frustration. C'était bien, c'était super. T'as rien vu. T'étais pas là. Non. Mais du coup, comment tu fais pour gérer ta vie? Ouais, ça va. On a Samy qui gère bien aussi. Samy, Samy. Big up, Samy. Non, mais ça va. Hein, mais oui, t'es pas tout seul ici chez Skinfama. Non, on est plusieurs. On a Picho, dont on a parlé. Ouais. On a Greg, je suis assis à sa place, qui s'occupe de tout ce qui est production. On a Samy qui est au booking aussi, plus il est chargé de projet. Il y a moi, il y a Laetitia qui travaille avec Picho en administratif et aussi accompagnement, etc. Et puis ponctuellement, quand on a des périodes plus intenses, il y a Régis qui est avec nous aussi, qui donne un coup de main sur la prod et d'autres gens au fur et à mesure que... Ouais, de l'aventure. Ouais, c'est ça. On a des moments avant les festivals où il y a énormément de boulot. Puis à la rentrée, c'est de nouveau le creux de la vague. Donc on a des personnes fixes et puis on a des personnes qu'on engage en fonction des périodes, et voilà, l'équipe, c'est hyper important. De nouveau, sur le côté humain, etc. C'est des gens avec qui on a un vrai kiff. C'est pour ça qu'on a mis énormément de temps avant d'engager des gens, en fait. Ok. Tu vois, Picho, il travaille avec Laetitia, mais pas depuis super longtemps. Samy, il est ici depuis 2 ans, malgré que la boîte a 15 ans. Mais parce que nous, après, il y avait le côté financier aussi, mais aussi, on est peut-être un petit peu frileux de bosser avec... n'importe qui et tout, on aime bien avoir des gens qui sont dans notre état d'esprit, quoi. Ouais, la confiance se gagne, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, ça doit pas être facile, hein, Samy. Samy. Ok, ouais. Et du coup, donc la vie, heureusement que l'équipe est là pour gérer quand même aussi la maison. Et du coup, la vie, entre guillemets, de famille, la vie personnelle est gérable à ce moment-là. Elle est gérable. C'est toujours gérable, en fait. Ouais. C'est à toi de mettre des freins. C'est vrai que des fois,
il m'arrive d'arriver à la maison, de mettre le téléphone dans le tiroir et le regarder que le lendemain. Ouais. Bah, il faut, quoi, tu vois, sinon, voilà. C'est plus possible après. Non. Je connais ça. Tu connais. Toi aussi, t'es une star, tu Non. connais. Non, je n'ai pas cette prétention, ni cette... non, je ne suis pas une star. Mais bon, Pas C'est- encore. pas encore. Bah ok, Alpha Blondie, monsieur Alpha Blondie. Monsieur. Je tiens à préciser, monsieur Alpha Blondie quand même. Qui petite anecdote, dans son passeport, sa profession, c'est ambassadeur de la paix pour la République de Côte d'Ivoire. Oh, balèze. Voilà. Oh, Et- le respect. ouais, c'est même pas écrit artiste. Non, c'est non, pas- ouais. ça serait... Et c'est vrai, c'est un artiste. Mais outre ça, c'est un ambassadeur Ça va, de la il paix. va plus loin que ça. Quoi. Ouais, c'est tellement juste, quoi. Ah, tu c'est vois. bien ça. Ouais, c'est bien. Hein. Ah ouais, ça le Ça fait. t'irait bien, toi aussi. Ouais. Arrête. Bah, si ça te dérange pas, on passe au 4e morceau. Ah, avec plaisir. Et là, on revient en France. Tu nous as amené en Côte d'Ivoire, tu nous as amené aux États-Unis, tu nous Ouais. as amené ici en Belgique. Maintenant, on va en France avec quelqu'un que tu as déjà cité. Je vois. Qui nous va nous la mettre à la bien. À la bien. C'est Soprano. Ouais. On écoute un extrait et après, on en discute. Envoie le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les sœurs qui se préservent, on le fait. Je te jure, cousin. Pour toute la jeunesse de France, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, t'as compris. Je vis sous le soleil de Marseille, pas de Saint-Tropez. Là où tu verras les clichés de Mr. Bouscapé. Chaloupé à la Tupac, Chakou. Chez moi, les petites embrouilles à la Rocancourt. Chez moi, les grands frères sont tous aux aguets. Ici, les flics se prennent pour Vic Mackey. Certaines femmes te parlent comme des hommes, crachent comme des hommes, se battent comme des hommes. Voilà, Puisqu'il faut vivre, album qui est sorti en 2007. Terrible album. Avec dedans, à la bien, le morceau que vous venez d'écouter. Pourquoi il se retrouve sur cette sélection Bah, Soprano, ça fait partie de Skinfama. aussi, ouais. C'est un artiste qui, humainement, de nouveau, peut-être que je me répète, mais est incroyable. Son équipe est incroyable. Only Pro, avec qui il bosse depuis le début, voilà, je ne vais pas les citer, c'est toute l'équipe qui est incroyable, c'est des grands professionnels, Mhm. c'est des gens, je pense, qui ont un petit peu nos valeurs, ils y vont vraiment au niveau humain, et puis tout ce qui en sort est authentique, quoi. C'est pas manipulé, c'est pas calculé, enfin, dans le sens opportuniste. Non, ouais, il y a du brut, quoi, dedans. Ouais, ils savent calculer, ils savent faire des stratégies, mais le truc est réel et sincère, quoi. Ouais. Et voilà, c'est des gens avec qui on bosse depuis le tout début. On a commencé par des AB, on les a remplis, puis on s'est serré les coudes, on a fait un... Bon, aujourd'hui, ça peut sembler évident, mais c'était pas évident de faire un... C'était pas gagné d'avance, quoi. Non, c'était pas gagné d'avance de faire un forêt, Ouais. un deuxième forêt. Puis, bah, vas-y, on va faire, comme on était en famille, on va faire un palais 12. Et puis, on va faire 2, et puis 3 palais 12. En 2019, on a fait 3 palais 12. Et puis, surtout, l'équipe n'a pas changé. Ok. Au niveau état d'esprit, c'est magnifique. Et puis, surtout, le management et Sopra nous font toujours confiance. Et on a grandi on a grandi avec eux aussi. Ouais, vous étiez en parallèle, quoi. Eux, ils ont pris un envol stratosphérique parce que maintenant, Sopra, c'est incroyable. Mais c'est-à-dire que nous, on a aussi appris avec eux, tu vois, grâce à leur confiance, grâce à leur réussite artistique, on a appris aussi à passer des caps. Et ouais, non, perso, c'est parmi les plus belles rencontres artistiques et professionnelles. Ouais. Avec Only Pro et Soprano, c'est juste magique. Après, il y a toujours eu un truc entre le rap marseillais et les Belges, où on a toujours été beaucoup plus attirés, bizarrement, vers le rap marseillais. J'ai cette impression. Ok. Tu vois, même si on est plus loin géographiquement que Paris, Ouais. je pense que l'AFF, IAM... L'état d'esprit, la mentalité, ouais, ça nous ressemble. Matchait plus À avec fond. le Sud On qu'avec... a plus l'état d'esprit marseillais que parisien, j'ai l'impression. En tous les cas, de mon côté, c'est le cas. J'ai toujours beaucoup plus kiffé cet état d'esprit-là. Et même si on aime bien le rap parisien, mais Oui, on les aime bien, mais moi, j'avoue que... le rap marseillais, c'est un truc en plus chez nous, quoi. Ouais, je sens la relation qu'il Voilà. peut avoir avec les gens du Sud, Voilà. parce que justement, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est mental, quoi. Ouais, C'est, voilà. ouais, mentalité. Et voilà, avec Sopra, on a fait des super shows, on a fait des super trucs.
On a été faire des shows dans des écoles, des shows surprises. Enfin, Ouais. il a toujours joué le jeu. Tiens, en entendant ça, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que toi, comme Sopra, tu as cet état d'esprit généreux envers les gens, tu vois Ouais. C'est quelque chose, un trait de J'aime bien personnalité. transmettre. Ouais, voilà. Moi, Ouais. j'ai la chance maintenant de donner des cours. On est allé récemment dans une école à la Louvière, là, avec l'IAD, Ouais, Institut des arts et de la diffusion. Je donne des cours aussi sur le booking et tout ça. ok. Et c'est quelque chose que je kiffe, quoi, de pouvoir partager mon expérience, Ouais. pouvoir transmettre, en fait. C'est important, tu vois, c'est l'essence, quoi, du truc. Si tu transmets pas, à quoi bon, quoi. Oui, partager. Donc, ouais. Et ça, je peux vous dire que Soprano, c'est un artiste hyper généreux. Il fait bien plus que ce qu'on peut voir. Bah, en tout cas, il donne l'impression à C'est première sûr. vue. Et moi qui te connais que de couleur café, on va dire, bah, Ouais. tu donnais déjà cette impression d'être quelqu'un Merci. d'ouvert. C'est pour ça que j'ai tenté ma chance à venir te t'as bien contacter. fait. Je suis même venu 2 fois. Ouais. Je te Ouais, raterai pas. C'est le Non, mais côté faut générosité, transmettre. tu vois. Il faut transmettre. Ouais. Il faut vraiment, chacun à sa façon, il faut transmettre et c'est important. Ça fait partie aussi du cycle de vie. Parce qu'un jour, tu es au top, le lendemain, tu n'es plus au top. Et puis, le fait d'avoir transmis, ça t'aidera, quoi. Donc, Ouais. c'est hyper important, quoi. Et c'est transmettre aussi sans rien attendre en retour. Non, en fait, à la limite, c'est même tu transmets pour toi-même. Quoi. Ouais, Parce c'est- que ça te fait du bien ça te et fait du tu bien, sais ouais, que ouais. tu sais que c'est important pour ton épanouissement personnel. Ouais. Après, c'est sûr que ça fait plaisir de voir des gens qui apprennent, etc. Mais en vérité, si tu le fais pour toi-même, tu seras jamais déçu, quoi. On a commencé aux États-Unis. On est allé. Et puis après, on a été en Belgique. Ah ouais, ok. Tu nous as amené en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ouais, subnormal, ouais. Puis après, on est reparti en France pour la relation avec le Sud. Voilà. Et maintenant, on revient au pays. Ouais, c'est ça. On revient ici avec Eddie Ape et Ouais, un morceau qui s'appelle Yeyo. ouais, On écoute un extrait et après on en discute. ça marche. Dans le bigou, le portefeuille est fouette, le cul de la wife est fouette, les 808 sont fouettes, tes faux négros je les fouette. Euro, dinero, yeah yo, comme Pablo, cap sur les réseaux, Eddie est dans le bigou. Je suis le dernier des voyous, je ne suis pas mauvais garçon, jamais dit que j'étais le meilleur. Maman le pense de toute façon, le seul enfant à la maison. Nado m'a montré la vibe, rentre dedans sans hésitation. Et Kanye a le plus gros paxon, j'ai découvert solo le TX. Je te connais pas donc next, elle me capte pour le. Je calcule plus mes ex, pas à pas oui on flex. Avec Gibré mon flex. Yeyo, Yeah, yo. Eddie Ape. Ouais, Je sais pas si c'est un album, mais je vais dire le projet 2020. ouais, c'est ça. Qui est En sorti 2019. entre-temps. En Ouais, 2019, voilà. En fait, je voulais parler d'Eddie parce que ça représente vraiment la jeune génération de rappeurs belges. Et aussi, c'est des gens qui ont une énergie de fou, Ok. qui ont un autre bagage culturel, qui sont arrivés bien plus tard, etc. Mais j'avais envie de mettre en évidence, en fait, le côté artistique, bien entendu. Et ces gars-là, ils n'arrêtent plus parce que, tu vois, nous, on vient d'une génération, on faisait un album tous les 2 ans. Et Ouais. ici, c'est des EP, des singles, des EP. Mais ce que j'avais vraiment envie de mettre en avant, c'est l'énergie, en fait, des artistes, de Eddie, parce qu'on les côtoie, et de toute son équipe, mais aussi de tous les artistes en général. Mhm. Et c'est un truc qui me galvanise aussi, tu vois, de pouvoir fréquenter, de pouvoir voir quand on fait une réunion, etc., de dire, waouh, les gars, ils ont plein d'idées, ils ont plein de projets, Ouais. ils vont faire des concerts partout, ils sont en mode 4x4, tu vois, c'est chaud, quoi, tu vois, on peut dire, ouais, à mon époque, mais non, en vérité, les gars sont là, d'une autre manière, mais les gars sont là, et c'est un message d'espoir, vraiment, de me dire, fou, ok, quoi, ça... Tu dis que c'est pas mort, quoi. Pas du tout, tu Ouais. vois. Le rap, c'était mieux avant, c'est des couilles, tu vois. Le rap, il est là. Ouais. Le rap, c'était mieux avant. Pour qui? Pour toi? Pour lui? Ça... En tous les cas, aujourd'hui, via Eddie et son énergie, et je vous invite à le suivre sur les réseaux, etc., via son énergie et ses sorties, c'est tout un pan de la génération 2000, entre guillemets, Ouais. qui sont là et qui créent, qui sont hyper productifs, prolifiques. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, l'énergie est communicative, alors. Ouais, Parce que c'est vrai que grave. si tu étais avec des mous du genou lors d'une réunion, Voilà. à quoi bon continuer, quoi. Bon, voilà, donc c'est des gars qui ont 18, 19, 20 ans, tu vois, je parle en général, et qui sont en train d'apprendre plein de choses, mais dont l'énergie est là, la spontanéité est là, et aussi le talent, quoi. Ouais. Donc voilà, Eddie, voilà, j'en parle parce qu'il est proche de l'équipe, on s'occupe de lui, etc.
Mais c'est hyper important, quoi, ce côté-là. C'est cool de faire confiance, en tout cas, de leur permettre d'avoir des plateformes dans lesquelles ils peuvent Bien sûr, c'est important c'est pas pour nous. grandir plutôt. Ouais, bah, et inversement, c'est important aussi Ouais. pour nous de travailler avec eux. Tu vois, c'est pas, OK, les gars, ils bossent avec Skinfama, super, on peut ouvrir certaines portes que non pas. Et inversement aussi, c'est important pour nous d'avoir des artistes à développer, à défendre. Voilà, il y en a plein d'autres. Hein. T'as Moji S-Boy, t'as Green Montana, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois. Avec Chez vous, il y a Lina aussi. Lina aussi, qui bosse, qui est très proche de Eddie aussi. Ouais. Donc, toute cette jeune génération-là, elle est inspirante. Et c'était ça mon message. J'aurais pu choisir d'autres morceaux, d'autres artistes, mais Eddie, c'est un personnage qui est assez sympathique, que j'apprécie. Mais c'était un clin d'œil pour cette génération-là, comme tu dis, Lina, Green. Ce qui veut dire que tu te laisserais pas enfermer justement dans cette mentalité du hip-hop c'était mieux avant. Vraiment pas du tout, quoi. Ça serait. T'es encore jeune dans ta tête. C'est même pas ça, c'est que ça, bien sûr. Hein. C'est que surtout, c'est pas ça que le hip-hop il demande, quoi. Okay. C'est pas de dire ouais, voilà mes règles et puis elles sont. Le hip-hop, c'est justement l'art de s'adapter, quoi. C'est l'art de. À l'époque du sample, c'était OK, on a ça, on prend ça, quoi. On prend des samples de jazz, on prend ce qui existe de soul, et on fait quelque chose de neuf, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, le hip-hop, il a d'autres possibilités, il s'adapte et il va dans ces possibilités-là. Okay, Le hip-hop n'a jamais dit, c'est pas du Beethoven où tu dis, voilà, c'est figé. Le hip-hop, justement, c'est tout sauf figé. Donc le rap, c'était mieux avant. Non, le rap, c'est ce que t'en fais. Picho disait ça. Le rap t'appartient pas. Ce qui t'appartient, c'est ce que t'en fais, en fait. Et il a raison. C'est ta vision du truc. Mais pour moi, le hip-hop, il doit être en constante évolution, adaptation, renouvellement. Je pense qu'on reviendra à un rap hyper engagé. Et puis, il y a eu une période où c'était du rap live band. Et puis, c'est repassé au rap DJ. Tu vois, c'est des phases. Mais que le hip-hop a besoin parce que, justement, il est en perpétuel mouvement. Est-ce que toi aussi, tu es en perpétuel mouvement, du coup? Parce que j'ai l'impression que l'histoire que tu racontes du hip-hop et la tienne sont intimement liées, quoi. Ouais, on est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire dans le sens où on se remet en question, on revoit nos stratégies, on part sur des projets, on revient en arrière, on repart sur d'autres trucs. On est en mouvement dans ce sens-là, quoi. On est en mouvement, Après, on est en mouvement physique avant cette crise aussi, où on a pu s'occuper de la production artistique des premières francophonies à Kinshasa. Sérieux? Ouais, on s'occupait de ça. On a accueilli Sopra, La Fouine. Il y avait qui non, pas Youssoufa, finalement, ça n'a pas fait. Et puis surtout, on avait fait tous les grands chanteurs congolais. Wemba, Werason. Les Fali Poupa, tout ça, on les a accueillis et tout. Et donc, quand tu me parles de mouvement, bah ça aussi, ça nous a inspiré, tu vois, de pouvoir aller à Kinshasa monter la prod artistique des premières franco du pays, qui est le plus grand pays francophone au monde. Hein. Ouais. Tu vois, c'est juste ça, quoi. Honneur à mon pays. Honneur à ton pays. et donc, ça, c'est aussi une manière d'être en mouvement dans le sens où on a appris plein de choses, quoi. Okay. On a été aussi voir ce qui se faisait en termes de hip-hop au Congo. On a rencontré des gars hyper intéressants. Picho a ramené Alech, qui est un rappeur congolais. Okay. Il l'a ramené à Congolisation. Donc tu vois, ce mouvement, il est dans ce sens-là. C'est qu'on peut aller en Afrique pour une expérience. On peut ramener des artistes africains à Congolisation ou ailleurs. Là, on s'occupe de Fali Poupa aussi sur la Belgique. Il y a des concerts qui arrivent en festival. Donc tout ça, c'est ça le mouvement pour nous, tu vois. Et il faut se réinventer sans cesse, quoi. Ok. Ouais. Bah, j'entends bien que franchement, l'évolution de Skinfama est liée à ton évolution aussi. Ouais, mais après, c'est sûr que ça va de pair. Après, j'espère aussi pouvoir passer une sorte de relais à l'équipe qui est plus jeune. Salut. Mais l'idée c'est de mettre en avant notre façon de faire, notre savoir-faire, nos qualités, et puis après on n'a pas de mal aussi à ce que d'autres personnes prennent une partie du job et qu'ils le fassent avec cet état d'esprit, quoi.
On en est arrivé à la fin Waouh. des 5 morceaux. Ok, nickel. Moi, je te remercie déjà Avec plaisir. pour le partage de ces 5 moments, en tout cas, des 5 histoires qui sont derrière ces morceaux. Super. J'ai appris j'ai rencontré une personne généreuse, ça je le redis, Merci. qui est socialement quand même assez impliquée. Ah ouais, je trouve quand même que tu as une fibre sociale et humaine, en tout cas importante. C'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, ça l'est, c'est et sûr. c'est pas que le business, c'est pas que Non. ces histoires-là, mais la relation humaine est quelque chose qui Elle quand est même... primordiale. L'humain avant tout. Ça se sent. C'est toujours le plus difficile en plus. Hein, quand tu montes un projet, en général, le plus difficile, c'est l'aspect humain. Ouais, à gérer, c'est toujours là où ça coince, quoi. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Donc voilà, c'est important de prendre soin de ça, quoi. En tout cas, je peux le dire comme ça, tu transpires de ça, quoi. Super. Ça se voit. Et de la générosité aussi, comme j'ai dit. Okay. Et donc, moi, je te remercie pour ça. Et là, maintenant, on a terminé de passer en revue tes 5 morceaux. Qu'est-ce que tu te souhaites pour toi? C'est vrai, on est en janvier, on peut se souhaiter plein de choses. C'est le moment des résolutions, des souhaits, des vœux, tout ce que tu veux. Écoute, il y a un an, je disais peut-être autre chose, mais ici, c'est d'abord la santé. Parce qu'on a vu quand même que malgré tout cet emballement... En vérité, quand tu réfléchis, je ne veux pas faire la philosophie, hein, mais ça fait du bien, cette crise. Parce qu'on est revenu quand même sur des trucs essentiels. Donc, c'est avoir cette fibre, cette petite flamme qui brûle pour chacun d'entre nous, que ce soit dans n'importe quel secteur, mais en tous les cas, qu'on puisse tous avoir une passion, un bien-être, être en bonne santé, mais voilà, de pouvoir vivre d'une passion, c'est ce que je souhaite à tout le monde, parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent aussi. Ouais. Et donc voilà, il faut s'émanciper du mieux possible. Et pour les plus jeunes, je le dirai tout le temps, c'est de pouvoir vivre de votre passion, quoi, de pouvoir prendre des risques, même si au début vous avez l'impression que c'est des sacrifices financiers, humains, etc. Vivez de vos passions, quoi. Parce que ça peut vous amener tellement loin par rapport à un job 9 to 5. Ouais, exact. Prenez ce risque-là. Après, la vie vous dira si vous avez fait le bon choix ou pas, mais en tous les cas, il faut la vivre. Et c'est là que vous allez... Donc moi, c'est ça que je me souhaite, c'est de pouvoir continuer à aller de l'avant avec mes passions. Ouais. Et je le souhaite aux gens aussi que je peux croiser, de dire non, prenez ce risque, de prendre le risque. En tout cas, moi, je te souhaite de continuer. Merci. À toi aussi, hein, Patrick. Oh, mais c'est gentil. C'est gentil d'avoir pris du temps pour moi. Ah, mais on n'a jamais pris du temps à deux. Vrai. Ça fait, j'ai oublié de le dire, mais ça fait depuis le Couleur Café. Donc moi, j'ai commencé au Couleur Café en 1999, quelque part. Non, en 2000. Très bon volontaire. J'étais dans le staff dans le bénévole pour Info Public. Avec Pierre Vreven. Exactement. Que j'espère avoir dans ce podcast aussi un jour. Ouais, très intéressant, Pierre. J'espère avoir Pierre dans ce podcast. Pardon. Tu vois, lui aussi, c'est du partage. Je donne cours à l'IAD via Pierre, qui m'a introduit. Et c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui partage, je vais le contacter. J'ai envoyé l'invitation. Contacte-le. Et ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai. Qu'on se suit, du moins. Que nos noms ne sont pas inconnus. C'est ça. Mais on n'a jamais pris le temps de discuter. Ouais, voilà, ça a permis de faire un petit tour d'horizon. Exactement. 2 fois. 2 fois, merci pour ça. C'est cool. Mais en tout cas, moi, je te souhaite bonne continuation avec Skinfama et aussi personnellement. Merci beaucoup. Et je te souhaite la santé, comme tu l'as dit. Ouais, sinon, pour pas aller de l'avant, si on ne retourne pas. La flamme, elle s'éteint si la santé n'est pas là, quoi. Non, c'est obligé. Merci, Patrick, c'est cool. Je tiens à remercier aussi l'homme de l'ombre. Samy Samy, l'homme de l'ombre, ici présent. Et je suis content d'avoir, en tout cas, passé ce moment avec toi. Super. Lino, et à très bientôt. À très vite. Merci. Ciao. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Lino. N'hésitez pas à suivre Skinfama sur les réseaux. Et je vous rappelle que les 5 morceaux dont on a parlé sont à écouter en intégralité dans une playlist disponible sur les comptes Spotify et YouTube de XX Minutes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés ou sur YouTube et à laisser un commentaire. C'est toujours apprécié. Et retrouvez toute l'actualité de XX Minutes sur Facebook et Instagram. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode.